Les morts les plus étranges semblent souvent tout droit sorties d'un roman de fiction. Mais croyez-nous, elles sont réelles et absolument choquantes. Des accidents absurdes aux coïncidences hallucinantes, vous n'allez pas en croire vos yeux en découvrant ces tragédies. Ces histoires sont tellement insensées qu'elles vous laisseront sans voix. Préparez-vous pour un voyage démentiel. Voici une heure des morts les plus absurdes jamais répertoriées. Le 24 février 2017, à Singapour, Jonathan Shaw, un jeune homme de 17 ans qui venait de rentrer après avoir étudié en Australie, passa la journée avec sa proche amie Ruth au centre commercial Orchard Central. Connu pour sa personnalité aventureuse et son amour du skateboard, Jonathan se préparait à effectuer son service national. Cependant, cette journée prit une tournure tragique qui allait mettre fin à sa vie. En explorant le centre commercial, Jonathan eut l'idée de réaliser une cascade qu'il pourrait filmer pour Snapchat. Il aimait partager des moments audacieux avec ses amis et cherchait souvent à impressionner. Ce jour-là, il proposa de sauter par-dessus une rambarde pour atterrir sur une plateforme en contrebas. Ruth, réticente et consciente du danger, hésita, mais Jonathan la persuada de filmer la scène. « Aide-moi à filmer ça », lui dit-il, prêt à sauter. Ni lui, ni Ruth ne savaient que la plateforme en question était faite de plaques de plâtre, un matériau incapable de supporter son poids. Dès que Jonathan sauta, la plateforme céda immédiatement, le faisant chuter de 4 étages. Ruth assista, horrifiée, à la chute de Jonathan. Plus tard, elle expliqua qu'elle n'avait pas pu l'arrêter à temps. Les témoins et les images des caméras de surveillance confirmèrent le déroulement des événements. Les vidéos montraient Jonathan près de la rambarde, parlant avec Ruth, puis sautant par-dessus. La plateforme s'effondra et il tomba violemment au sol. Des passants se précipitèrent pour lui porter secours, pratiquant un massage cardiaque avant l'arrivée des secours. Malgré leurs efforts, les blessures de Jonathan étaient de trop graves. Il fut déclaré mort à 17h39. Sa chute lui avait causé des traumatismes majeurs, notamment des blessures à la tête, des côtes cassées et des dommages internes significatifs. Au début, Ruth donna une version erronée des faits aux autorités, affirmant que Jonathan avait laissé tomber son téléphone sur la plateforme et qu'il était tombé en essayant de le récupérer. Elle partagea également cette version avec la mère de Jonathan qui se trouvait alors à Sydney. Cependant, au fil de l'enquête, Ruth avoua que Jonathan avait délibérément sauté pour réaliser une cascade destinée aux réseaux sociaux. Les amis de Jonathan le décrivaient comme audacieux et sûr de lui, habitué à tenter des cascades impressionnantes comme descendre des escaliers en skate ou sauter depuis des hauteurs. Malheureusement, son tempérament aventureux l'a conduit à cette perte irréversible. Le coroner de l'État conclut que sa mort relevait d'un malheureux accident. Les parents de Jonathan furent dévastés. Son père, Matthew Shaw, se souvint de lui comme d'un jeune homme sociable et amical, doté d'un grand sens de l'humour. Jonathan était enthousiaste à l'idée de son avenir après son service national. Sa disparition soudaine laissa un vide immense pour sa famille et ses amis. L'incident souleva des inquiétudes quant à la sécurité dans les lieux publics. Lors de l'enquête, un consultant en bâtiment expliqua que la plateforme était composée de plaques en silicate de calcium conçues pour des raisons esthétiques et de protection incendie, mais non pour supporter un poids. La direction d'Orchard Central réagit en revoyant ses mesures de sécurité. Bien que la barrière en verre, haute de 1,2 m, ait été conçue pour prévenir de tels incidents, des patrouilles de sécurité supplémentaires furent mises en place et des moyens d'améliorer la sécurité furent étudiés. L'histoire de Jonathan alimenta également les discussions sur les dangers des comportements risqués influencés par les réseaux sociaux. Quelques jours plus tôt, une jeune femme en Nouvelle-Zélande avait perdu la vie en essayant de prendre un selfie dans une zone dangereuse. Ces tragédies mettent en lumière la pression que subissent les jeunes pour obtenir de l'attention en ligne, parfois au détriment de leur sécurité. La mort tragique de Jonathan rappelle l'importance de faire des choix sûrs, surtout lorsqu'il s'agit de cascades ou d'activités risquées. Sa vie, pleine de promesses, s'est terminée dans une tragédie évitable. Cet incident souligne la nécessité de donner la priorité à la sécurité plutôt qu'à une renommée éphémère sur les réseaux sociaux. C'était le jour du Nouvel An 2015 à Saint-Joseph dans le Michigan. Christina Bond, une femme de 55 ans, était chez elle. Christina venait d'être élue déléguée républicaine pour le premier district de Saint-Joseph Charter Township. Elle était également mère de 2 fils, Nicholas Christ et Noah Bond. Christina était reconnue pour sa force et sa résilience. Son fils Nicholas l'a décrite comme « la soldate la plus puissante de Dieu sur Terre ». Ancienne officier de la marine américaine, elle avait servi 2 ans comme policière militaire avant de devenir administratrice à la Southwest Michigan Community Action Agency. Ce jour-là, Christina ajustait un pistolet qu'elle portait dans un étui fixé à son soutien-gorge.
Ce type d'étui, une invention relativement récente, est conçu pour permettre aux femmes de porter une arme de manière discrète. L'étui se fixe à l'avant du soutien-gorge, le pistolet étant dissimulé entre les seins grâce à une sangle reliée à l'étui en coque. Christina rencontrait des difficultés à bien ajuster son étui. Elle n'arrivait pas à le positionner correctement. En essayant de l'ajuster, la tête baissée, l'arme s'est accidentellement déclenchée. La balle l'a atteinte à l'œil. Le département de sécurité publique de Saint-Joseph a reçu un appel d'urgence et des agents ont été dépêchés au 396 Upton Drive. À leur arrivée, ils ont trouvé Christina blessée par balle à l'œil. Elle a été transportée d'urgence au Lakeland Hospital, puis évacuée par hélicoptère au Bronson Methodist Hospital de Kalamazoo. Malgré les efforts de l'équipe médicale, Christina est décédée le lendemain. Le directeur de la sécurité publique de Saint-Joseph, Mark Clapp, a fourni des détails sur l'incident. Il a expliqué au Kalamazoo Gazette que Christina avait des difficultés à ajuster son étui de soutien-gorge et qu'elle n'arrivait pas à le positionner comme elle le souhaitait. En baissant la tête pour l'ajuster, l'arme s'est déclenchée, mettant fin à sa vie de manière tragique. La mort de Christina a choqué sa communauté. Elle était un membre actif de son église, Road to Life Church, où elle avait été administratrice pendant 15 ans. Elle intervenait également à la prison du comté de Berrien, offrant soutien et conseil aux détenus. Sa foi et son dévouement envers sa communauté étaient évidents dans tous les aspects de sa vie. Carrie Lightfoot, propriétaire du magasin The Well-Armed Woman, a commenté la popularité croissante des étuis de soutien-gorge, soulignant que de plus en plus de femmes cherchent des moyens pratiques de porter une arme. C'est un choix naturel selon la taille de l'arme et, bien sûr, les préférences de la personne, a-t-elle déclaré. Elle a insisté sur l'importance pour les femmes de disposer d'options variées, leur choix vestimentaire changeant souvent d'un jour à l'autre. La vie de Christina Bond était marquée par de nombreux accomplissements. Après son service dans la marine, elle s'était lancée dans le culturisme et avait remporté le titre de Miss Michigan Figure Overall Champion en 2013. Sa passion pour la santé et le fitness illustrait une fois de plus sa détermination et sa force. Son avis de décès, publié dans le Herald Palladium, mettait en avant ses nombreux rôles et réalisations. Christina avait perdu 2 frères avant elle et laissait derrière elle ses 2 fils. Dans un message émouvant sur Facebook, son fils Nicolas a exprimé sa peine et son admiration pour sa mère. Il a écrit « Ma mère était la personne la plus forte que j'ai jamais connue. C'est grâce à elle que je suis devenu ce que je suis. Elle me donne la force de défendre ce en quoi je crois. » Bien que le rapport d'autopsie complet n'ait pas encore été finalisé, les circonstances entourant la mort de Christina étaient claires. Elle ajustait son étui de soutien-gorge lorsque l'accident s'est produit. Les experts estiment que pour que l'arme se déclenche, elle a dû soit la déloger de l'étui, soit involontairement approcher son doigt de la gâchette en essayant d'ajuster l'étui. Cet incident tragique soulève des questions importantes sur la sécurité et la praticité de certains accessoires pour armes à feu. Les étuis de soutien-gorge, bien qu'offrant un moyen discret de porter une arme, peuvent poser des risques importants s'ils ne sont pas utilisés correctement. La mort de Christina est un avertissement pour ceux qui utilisent ces dispositifs. Le 28 juillet 2010 devait être une journée ordinaire à Mount Carroll, dans l'Illinois. Ce matin-là, 3 jeunes hommes, Wyatt Whitebread, Alex Pacas et Will Piper, se rendaient au complexe de stockage de grains Hasbach où ils devaient descendre le maïs. Pourtant, à la tombée de la nuit, cette petite ville rurale allait être frappée par une tragédie indescriptible. À seulement 14 ans, Wyatt Whitebread était un garçon plein de vie. Il était excité à l'idée de toucher son premier salaire en travaillant chez Hasbach, mais quelque chose avait changé. Wyatt avait récemment exprimé son malaise face à la nature de son travail, déclarant même qu'il espérait ne plus jamais voir un grain de maïs de sa vie. Ses collègues, Alex Pacas, 19 ans, et Will Piper, 20 ans, étaient tout aussi inexpérimentés. Aucun d'eux ne mesurait pleinement les dangers du travail qu'ils allaient entreprendre ce jour-là. Débloquer des grains de maïs coincés dans un silo de 4 étages. La tâche, appelée « descendre le maïs », consistait à pelleter les grains pour les diriger vers une ouverture centrale au fond du silo, permettant au maïs de s'écouler dans un convoyeur en dessous. Au début, le travail semblait se dérouler sans problème, mais les conditions étaient extrêmement dangereuses. Sous les 250 000 boisseaux de maïs humides et compactés se trouvait un système de convoyeur actif qui transformait les grains en un piège mouvant. Wyatt, 14 ans, a commencé à s'enfoncer dans le maïs. Vers 9h45, les grains humides l'avalant comme des sables mouvants.
Alex et Will ont réagi immédiatement. Les deux garçons ont tenté de tirer Wyatt par les bras, mais leurs efforts furent de vain. La surface instable a cédé sous leurs pieds, et rapidement, Alex et Will ont commencé à s'enfoncer à leur tour. Wyatt a disparu en premier, enseveli sous les grains de maïs qui coulaient en cascade. Alex et Will luttaient pour rester à la surface, les grains s'accumulant inexorablement autour d'eux. Les appels à l'aide d'Alex s'étaient de fait de plus en plus faibles jusqu'à ce que le maïs atteigne son cou, puis son menton. Will, coincé jusqu'à la poitrine, utilisait son bras libre pour tenter d'écarter les grains du visage d'Alex, mais il n'a pas pu suivre le rythme de l'avalanche. Peu après, il n'a rien pu faire d'autre que regarder, horrifié, son ami disparaître, tout en se demandant s'il serait le prochain. Bientôt, le maïs atteignit son menton. Le superviseur de Hasbach, Matt Schaffner, a appelé les secours avant de descendre lui-même dans le silo pour essayer de dégager les garçons. Mais il s'est vite rendu compte que la tâche était impossible. Les pompiers de Mount Carroll sont arrivés en quelques minutes, comprenant immédiatement l'ampleur de la situation. Les silos à grains sont tristement célèbres pour leur dangerosité. Et en extraire des victimes nécessite des techniques spécialisées. Pompiers, ambulanciers et équipes de secours techniques se sont rassemblés sur les lieux, au total plus de 200 intervenants. Ils ont utilisé des aspirateurs à grains, des tubes de sauvetage fabriqués sur mesure et même des méthodes improvisées comme découper le fond d'un seau pour protéger le visage de Will. Malgré leurs efforts, le travail avançait lentement dans une chaleur suffocante avec une température ressentie de 45 degrés Celsius à l'intérieur du silo métallique. Will Piper est resté piégé pendant près de 6 heures, son corps immobilisé et son esprit hanté par la mort de ses amis. À un moment donné, les sauveteurs lui ont demandé de tenir le corps sans vie d'Alex pour créer de l'espace pour l'aspirateur. Will a finalement été secouru et transporté à l'hôpital. Le corps d'Alex a été récupéré, mais les restes de Wyatt étaient ensevelis sous des couches de maïs. Les sauveteurs ont travaillé tard dans la nuit pour récupérer les restes du jeune garçon de 14 ans. La perte de Wyatt Whitebread et d'Alex Pacas a dévasté leur famille. Will Piper a été profondément marqué. Cette tragédie a également mis en lumière de graves manquements à la sécurité chez Hasbach LLC. L'enquête de l'OSHA a révélé 25 violations de sécurité, dont 12 classées comme intentionnelles. Les garçons n'avaient reçu aucune formation en sécurité et avaient été envoyés dans le silo alors que le convoyeur en dessous était en marche, une violation flagrante des protocoles de sécurité. Hasbach LLC a été initialement condamné à une amende de 555 000 $, réduite ensuite à 200 000 $, ce qui a suscité l'indignation des familles des victimes. Des poursuites civiles ont suivi et un jury a accordé près de 17 millions de dollars de dommages. 8 millions de dollars pour les familles de Wyatt et d'Alex et 875 000 $ pour Will. Ce verdict, un record pour le comté de Carroll, n'a cependant apporté que peu de réconfort aux familles endeuillées. Carla, la mère de Wyatt, ancienne major de l'armée, a eu du mal à accepter que son fils ne lui ait pas dit qu'il travaillait dans un silo. Annette, la mère d'Alex, a été hantée par l'idée que son fils est mort terrifié, ses derniers instants envahis par la peur. Rien ne pouvait ramener leurs enfants. Il était 21h55, le lundi 27 février 2012, à Havelock, en Caroline du Nord, lorsque Gary Allen Banning, 43 ans, se rendit chez un ami. Ce qui avait commencé comme une soirée ordinaire s'est transformé en un accident tragique et inattendu qui coûta la vie à Gary. L'ami de Gary, un mécanicien, avait utilisé plutôt de l'essence pour nettoyer la graisse sur ses mains, une pratique courante dans son métier. L'essence était stockée dans un bocal transparent de sauce salsa posé près de l'évier de la cuisine. Un endroit apparemment anodin. Pour quiconque n'en connaissait pas le contenu, le liquide dans le bocal semblait ordinaire, mais il était hautement inflammable. À un moment donné, peut-être distrait ou fatigué, Gary prit le bocal et en but une gorgée, probablement en pensant qu'il s'agissait d'une boisson. Il réalisa son erreur trop tard. Il recracha immédiatement l'essence, mais une partie se répandit sur ses vêtements. Ignorant le danger latent, Gary continua sa soirée sans se douter de la tragédie qui allait bientôt se produire. Peu de temps après, Gary sortit fumer une cigarette, un geste banal qu'il avait sans doute répété des centaines de fois auparavant. Cependant, l'essence imprégnant ses vêtements représentait un risque mortel. Lorsque la cigarette s'alluma, l'essence prit feu instantanément, enveloppant Gary dans les flammes. Son ami, qui était à proximité, se précipita pour l'aider, tentant désespérément d'éteindre le feu. Les secours furent appelés immédiatement. Les pompiers arrivèrent pour trouver Gary grièvement brûlé. Il fut transporté d'urgence au Carolina East Medical Center à New Bern, puis transféré au centre des grands brûlés de l'UNC à Chapel Hill. Malgré les efforts médicaux, Gary succomba à ses blessures le lendemain matin, peu après 6 heures.
L'incident fut qualifié d'accident tragique sans aucune implication criminelle. Les autorités révélèrent par la suite que l'alcool avait joué un rôle et il fut également spéculé qu'une consommation de drogue aurait pu être un facteur. Les conséquences furent dévastatrices. Les enquêteurs notèrent que la porte de l'appartement était calcinée. L'ami de Gary, témoin de l'accident, fut profondément traumatisé. Malgré ses efforts pour le sauver, l'issue avait été fatale. Les événements horribles de cette soirée laissèrent une empreinte indélébile, tant sur le plan physique qu'émotionnel. La mort de Gary fut le résultat d'une série de petites erreurs, mais chacune eut des conséquences fatales. Et si Gary avait reconnu l'essence dans le bocal? Et s'il avait changé de vêtements immédiatement après en avoir renversé? Ces questions restent sans réponse, mais elles soulignent la fragilité de la vie face à des imprudences pourtant évitables. Cet accident tragique rappelle les dangers des substances inflammables et les conséquences imprévues de simples erreurs. La vie de Gary s'est achevée de manière que personne n'aurait pu imaginer, laissant derrière elle le souvenir d'un drame évitable marqué par la fatalité. Un calme dimanche matin de 2009, à Alicante, en Espagne, sur l'Avenida Alcoy, vivait une famille de 4 personnes menant une vie apparemment paisible. Les parents, âgés de 49 et 50 ans, étaient d'origine marocaine. Ils avaient 2 filles, l'aînée, âgée de 18 ans, et la cadette de 12 ans. La famille gagnait sa vie en collectant et vendant des vêtements d'occasion, envoyant souvent le surplus au Maroc et en Algérie. Leur appartement, d'une superficie de moins de 60 mètres carrés, était petit. Au fil du temps, les parents développèrent un trouble compulsif d'accumulation connu sous le nom de syndrome de Diogène. Ce trouble les poussait à entasser de grandes quantités de vêtements, remplissant leur logement de cartons et d'habits. Malgré ces conditions de vie exiguës, la routine continuait. L'aînée aimait passer du temps sur Internet, veillant souvent tard dans la nuit. Ce matin-là, elle dormait dans une pièce voisine, inconsciente de la catastrophe imminente. Entre 8h et 9h, un événement tragique se produisit. Le plancher de l'appartement, situé au premier étage, céda sous le poids immense des vêtements accumulés. Sans avertissement, une partie de l'appartement s'effondra, faisant tomber des centaines de kilos de vêtements sur les parents endormis et leur fille cadette. La chute fut violente, les ensevelissant sous le poids des habits. L'aîné, profondément endormi, ne remarqua rien de l'effondrement. Les voisins, eux aussi, n'entendirent aucun bruit inhabituel. Ce n'est qu'aux alentours de 13h que la jeune fille se réveilla et ressentit que quelque chose n'allait pas. L'appartement était étrangement silencieux. En entrant dans la chambre de ses parents, elle découvrit que le sol s'était effondré, laissant des vêtements et des cartons éparpillés partout. Elle ne pouvait pas voir sa famille. Affolée, elle se mit à creuser frénétiquement dans le tas de vêtements, espérant retrouver ses parents et sa sœur. En fouillant, elle aperçut le bras de sa sœur cadette qui dépassait des débris. Réalisant la gravité de la situation, elle appela immédiatement la police. Les secours arrivèrent rapidement, mais leur mission s'avéra difficile. La quantité massive de vêtements ralentissait les opérations de sauvetage. Les policiers et pompiers travaillèrent sans relâche pour dégager les débris. Malheureusement, malgré leurs efforts, la fillette de 12 ans fut retrouvée en premier. Mais elle ne put être sauvée. Les pompiers continuèrent à fouiller et finirent par localiser les corps des parents, eux aussi sans vie. Une enquête fut ouverte pour déterminer les causes exactes de l'effondrement tragique. Les premiers rapports suggérèrent que les victimes avaient probablement été écrasées ou asphyxiées sous le poids des vêtements. Une autopsie fut ordonnée, l'asphyxie étant considérée comme la cause la plus probable du décès. L'ampleur de l'accumulation choqua aussi bien les enquêteurs que les voisins. Le balcon à l'arrière de l'appartement débordait de cartons et de vêtements, révélant l'étendue des objets accumulés au fil des années. L'appartement était si surchargé que cela avait contribué à l'effondrement structurel. La perte dévasta la fille survivante. Non seulement elle devait affronter le traumatisme d'avoir perdu toute sa famille, mais elle se retrouvait également confrontée à la dure réalité des conditions qui avaient conduit à leur mort. Cet incident mit en lumière les dangers de l'accumulation compulsive, en particulier dans des espaces restreints et surchargés. Il sensibilisa également au syndrome de Diogène, un trouble souvent ignoré, mais capable de provoquer des conséquences dramatiques. Ce tragique événement reste un exemple poignant de la manière dont des comportements non maîtrisés, comme l'accumulation compulsive, peuvent mener à des catastrophes. Il souligne l'importance de chercher de l'aide avant que la situation ne devienne incontrôlable. Le 29 janvier 1931, en fin d'après-midi, les voisins et amis s'étaient rassemblés dans la ferme d'Edward et Delphine Hine, près de Grafton, dans le Dakota du Nord. Les Hine organisaient une soirée festive avec dîner, danse, rires et jeux.
Une parenthèse bienvenue au cœur d'un hiver rigoureux. Mais au fil de la soirée, un repas innocent allait marquer à jamais l'histoire de l'État. La fête s'acheva avec un repas préparé par Delphine. Parmi les plats servis figurait une salade de pois composée de pois en conserve maison, de mayonnaise, de fromage et de laitue. Mais ces pois, préparés par Delphine elle-même, dissimulaient un danger mortel dont personne, y compris les Huns, n'avait conscience. Le cauchemar commença le lendemain. Arthur Joramby, un fermier de 31 ans, ressentit de violentes douleurs à l'estomac alors qu'il effectuait ses tâches quotidiennes. Il alerta sa famille, qui appela des médecins en urgence, mais rien ne put le sauver. Le samedi, Arthur tomba dans le coma. Les médecins identifièrent bien rapidement la cause de son mal, une intoxication au botulisme, provoquée par la toxine botulinique produite par la bactérie Clostridium botulinum. Dans l'après-midi, Arthur succomba aux effets de la toxine. Sa mort marqua le début d'une série tragique. Harry Chapiewski, un adolescent en classe de 8e, semblait en bonne santé lorsqu'il joua un match de basket vendredi soir. Pourtant, le lendemain, il était mort. Sa mère, Madame Thomas Chapiewski, décéda un jour plus tard, suivie de près par sa meilleure amie, Madame Elmer Stock, également présente à la fête. La famille Hein ne fut pas épargnée. Edward Jr., leur fils de 16 ans, tomba malade le premier et mourut le samedi soir. Delphine elle-même succomba seulement 4 heures plus tard. Le dimanche soir, Édouard Senior et leur fille aînée, Elisabeth, âgée de 20 ans, perdirent également la vie. Geneviève, âgée de 15 ans, décéda tôt le lundi matin. Au total, 13 convives perdirent la vie en 9 jours. Parmi les victimes figuraient des amis de longue date, des proches et des voisins. Les symptômes, vertige, troubles de la vision et insuffisance respiratoire, révélaient l'avancée inexorable de la toxine. Ceux qui survécurent, comme Elmer Stock, n'échappèrent à la mort que par hasard. Elmer n'avait pas mangé la salade. Les experts médicaux réagirent rapidement une fois le botulisme identifié comme coupable. Un spécialiste de l'Université de Chicago se rendit à Grafton avec du sérum antitoxique, mais ce traitement était rare, coûteux et efficace uniquement s'il était administré au début de l'intoxication. À son arrivée, la majorité des victimes était déjà au-delà de tout espoir. La dernière victime, Winfield Ware, mourut 9 jours après la fête, après une brève amélioration suivie d'une détérioration rapide. 3 des enfants Hein survécurent cependant, Richard 14 ans, Wilfred 12 ans et Marvin 3 ans. Ils furent épargnés uniquement parce qu'ils étaient trop jeunes pour assister à la fête et étaient restés dans leur chambre cette nuit-là. Mais leur survie eut un coût inimaginable, ils perdirent leurs 2 parents et 3 de leurs frères et sœurs en quelques jours. Recueillis par des proches, leur vie fut à jamais bouleversée. Richard, surnommé Dick, dut rapidement grandir. Il quitta le foyer de ses proches pour travailler comme ouvrier agricole, puis fonda plus tard une exploitation laitière prospère dans le Minnesota, où il s'éteignit en 2013 à l'âge de 96 ans. Wilfred, surnommé Bill, travailla dans l'industrie aéronautique en Californie, tandis que Marvin, affectueusement appelé Buddy, retourna dans le Dakota du Nord après avoir servi pendant la Seconde Guerre mondiale et se lança dans le commerce des céréales. Malgré leur résilience, le traumatisme de la tragédie les accompagna toute leur vie. Le souhait poignant de Dick de sauver l'alliance de mariage de leur mère, afin qu'ils conservent un souvenir d'elle, témoignait de la profondeur de leur perte. Cette tragédie fut sans précédent dans l'histoire de Grafton et de l'Amérique du Nord. Les habitants pleurèrent les victimes lors de funérailles qui s'étalèrent sur 4 jours, pendant lesquels les commerces fermèrent et une période de deuil fut décrétée. La peur se propagea, poussant les ménagères à jeter leurs conserves maison, certaines vidant même leurs garde-manger malgré les difficultés économiques de la Grande Dépression. Pendant des mois, des familles ne consommèrent que des aliments simples comme du pain grillé et du thé, craignant des dangers invisibles dans leur nourriture. Malgré la douleur, cette catastrophe servit de leçon. Elle mit en lumière l'importance des bonnes pratiques de conservation alimentaire, notamment la stérilisation et l'utilisation d'autocuiseurs pour les aliments peu acides. Bien que le botulisme reste rare, la tragédie de Grafton rappelle son potentiel meurtrier. Aujourd'hui, les avancées en matière de sécurité alimentaire et d'éducation visent à prévenir de telles catastrophes. Mais le souvenir de la fête des pois empoisonnés demeure un avertissement gravé dans l'histoire d'une ville qui ne pourra jamais oublier. Par une froide soirée de 2015, à Stony Creek Township, en Pennsylvanie, James Schaffer, un homme aveugle de 68 ans, se trouvait seul chez lui, comme il l'était depuis 25 ans.
Malgré son handicap, James était connu dans sa communauté pour son intelligence et son indépendance. Ce soir-là, ressentant une douleur à la jambe, il décida de chauffer une serviette au micro-ondes pour apaiser la douleur. Ce geste simple allait cependant provoquer un drame qui bouleverserait toute sa communauté. James plaça la serviette sèche dans le micro-ondes, inconscient du danger potentiel. En seulement 15 secondes, la serviette prit feu. Aveugle et incapable de voir les flammes, il retira la serviette en feu du micro-ondes, mais son geste mit accidentellement le feu à sa chemise en flanelle. Les flammes se propagèrent rapidement, enveloppant ses vêtements. Conscient du danger, James réagit immédiatement. Il courut dans le couloir jusqu'à la salle de bain, les flammes léchant légèrement la moquette sur son passage. Parvenant à atteindre la douche, il utilisa le pommeau pour éteindre le feu, mais pas avant d'avoir subi de graves brûlures sur 80% de son corps. Malgré la douleur intense, James resta étonnamment calme. Lorsque les pompiers d'Oakland arrivèrent sur les lieux, ils furent confrontés à une scène déchirante. James, couvert de brûlures, était conscient et faisait preuve d'un calme surprenant. Le chef adjoint David Reham se souvient. Il s'excusait constamment. Il nous disait toutes les quelques minutes qu'il était désolé. Il répétait qu'il aurait dû savoir. C'était impressionnant de le voir si calme dans une telle situation. James fut transporté d'urgence à un hôpital de Pittsburgh où il continua de communiquer avec les ambulanciers. Cependant, son état était critique. Les brûlures étaient étendues et il avait également inhalé de l'air chaud et des fumées toxiques. Tragiquement, James succomba à ses blessures le lendemain matin. La cause officielle de sa mort fut une inhalation thermique. La mort de James Shaffer eut un impact profond sur sa communauté. Résidant à Johnstown, en Pennsylvanie, depuis plus de 50 ans, il était connu comme l'un des hommes les plus gentils et intelligents de son entourage. Malgré sa cécité, il ne laissait jamais son handicap l'empêcher de vivre une vie active et épanouie. Sa famille, qui veillait sur lui quotidiennement, attestait de son autonomie remarquable. Les pompiers d'Oakland furent particulièrement touchés par cet incident. C'était le premier décès lié à un incendie dans le canton et l'équipe eut du mal à accepter cette tragédie. Le chef adjoint Reham exprima leur choc, soulignant à quel point il était inhabituel de voir quelqu'un rester aussi calme et posé dans une telle situation. L'histoire de James Shaffer soulève de nombreuses questions restées sans réponse des « et si » qui hantent ceux qui le connaissaient. Et si James avait été informé du danger de chauffer une serviette sèche au micro-ondes, et s'il y avait eu quelqu'un avec lui pour intervenir plus tôt? Et si des dispositifs de sécurité mieux adaptés aux personnes aveugles avaient existé? Ces interrogations, bien que sans réponse, mettent en lumière l'importance de la sensibilisation à la sécurité et la nécessité d'innovation pour prévenir de telles tragédies. La mort de James Shaffer fut une perte dévastatrice, mais elle rappelle aussi la fragilité de la vie et la valeur du soutien communautaire, en particulier pour les personnes en situation de handicap. En fin de compte, l'histoire de James Shaffer est un témoignage de l'imprévisibilité de la vie et de l'importance de la prudence dans nos actions quotidiennes. Sa disparition tragique nous laisse un enseignement précieux sur la vigilance et la solidarité. Le 28 octobre 2019, Tetsu Shiohara, un Japonais de 47 ans, entreprit l'ascension du mont Fuji en solitaire. Il choisit le sentier de Shubashiri, une route habituellement utilisée pour redescendre plutôt que pour gravir la montagne. Tetsu était déterminé à réaliser cette ascension, mais il était davantage concentré sur le divertissement de son audience en ligne que sur les risques liés à la randonnée hivernale. Tetsu était un grimpeur novice qui manquait de formation et d'équipement adaptés pour affronter les pentes glacées et enneigées du mont Fuji hors saison. Habillé de vêtements ordinaires, plus adaptés à l'automne qu'à l'hiver, il n'emportait guère plus que des bâtons de randonnée et son smartphone. Il avait pour objectif de diffuser son ascension en direct sur la plateforme japonaise Nico Nico sous le titre « Allons sur le mont Fuji enneigé ». Cela donnait l'impression d'une sortie décontractée. La saison officielle de randonnée sur le mont Fuji se termine en septembre. Fin octobre, les conditions météorologiques y sont extrêmement rigoureuses. Neige, glace et vent glacial rendent l'ascension périlleuse. Bien que les autorités déconseillent fortement d'y grimper à cette période, aucune loi n'interdit aux alpinistes de tenter l'aventure. Tetsu, malheureusement, choisit d'ignorer ces avertissements. Au début de la diffusion en direct, le paysage était magnifique. Des sentiers enneigés, des rochers dénudés et des nuages au loin. Tetsu commentait la beauté des environs tout en progressant. Cependant, plus il montait, plus les conditions se dégradaient. Et il remarqua « J'aurais dû emporter une chaufferette ». Malgré cela, il continua son ascension. Le sentier devint de plus en plus raide et glissant. Tetsu mentionna le danger croissant, disant «
Cet endroit est glissant, ça devient dangereux. Pourtant, il ne fit pas demi-tour. Au contraire, il franchit les barrières de sécurité destinées à protéger les randonneurs, se plaçant ainsi dans une situation encore plus précaire. Le sentier enneigé se rétrécit et la surface glacée devint plus difficile à franchir. Ses chaussures, dépourvues de semelles adaptées, compliquaient davantage ses déplacements. À un moment donné, il lutta pour garder l'équilibre et dit, avec une panique palpable, « Attendez, je glisse ». Quelques instants plus tard, la diffusion montra qu'il avait perdu pied et qu'il dévalait la montagne de manière incontrôlable. La caméra bascula violemment avant que la vidéo ne s'interrompe, choquant les spectateurs. Alarmés, les spectateurs avertirent immédiatement les autorités. Des équipes de recherche et de sauvetage des préfectures de Shizuoka et Yamanashi, qui entourent le mont Fuji, lancèrent une opération le lendemain matin. Après des heures de recherche, ils retrouvèrent le corps de Tetsu le 29 octobre à une altitude de 3000 mètres, près de la 7e station du mont. Il avait chuté d'environ 1000 mètres depuis l'endroit où il avait glissé. Bien que l'identification officielle ait été en attente, la diffusion en direct et le lieu ne laissaient aucun doute sur l'identité de la victime. Le mont Fuji, qui culmine à 3776 mètres, est à la fois magnifique et dangereux. Chaque année, il attire d'innombrables randonneurs, mais a également coûté la vie à de nombreuses personnes, surtout hors saison. L'ascension tragique de Tetsu a mis en lumière les risques de sous-estimer de telles conditions. Il manquait d'équipements essentiels, tels que des crampons pour adhérer à la glace et des vêtements adaptés au froid extrême. Après sa mort, de nombreuses discussions ont émergé sur sa décision de continuer malgré les dangers évidents. Son obsession pour la diffusion en direct avait éclipsé sa conscience des risques. Les spectateurs, témoins impuissants de l'incident, ont été profondément marqués, sachant qu'ils ne pouvaient rien faire pour éviter le drame. L'histoire de Tetsu a également attiré l'attention lorsqu'il a été reconnu à titre posthume par les Darwin Awards, une distinction informelle attribuée à ceux dont les actions imprudentes mènent à des tragédies évitables. Bien que cette reconnaissance ait suscité des débats, elle illustrait les conséquences de la négligence face à la sécurité au profit de la quête de sensations fortes. Que se serait-il passé si Tetsu avait été mieux préparé ou avait fait demi-tour lorsque les conditions se sont détériorées? Son histoire est un avertissement pour quiconque envisage des activités extrêmes sans préparation adéquate. Gravir des montagnes comme le Fuji nécessite plus que de la détermination, cela exige un profond respect pour la nature et la compréhension que la sécurité doit toujours passer avant tout. Tout commença comme un dimanche ordinaire dans un paisible village près de Heidenheim, en Allemagne. Ludwig A., un homme de 79 ans, et son épouse Inge, âgée de 80 ans, passèrent la matinée à l'église. Ensuite vint le moment de leur traditionnel rôti dominical. Cependant, ce jour-là, le couple décida de remplacer leur tradition culinaire par un copieux ragoût de légumes. Mais ce qui semblait être un repas anodin allait se transformer en une tragédie inimaginable. Les courgettes, ingrédient central du ragoût, provenaient du jardin de la belle-sœur de Ludwig, qui en offrait chaque année. Accompagnées de pommes de terre, d'oignons et de navets, elles constituaient la base de leur déjeuner. Pourtant, en dégustant leur plat, Ludwig et Inge remarquèrent quelque chose d'étrange. Leur ragoût avait un goût inhabituellement amer. Habitués à des saveurs amères grâce aux radis de leur jardin, ils n'y prêtèrent pas grande attention. Mais cette amertume était différente. Inge choisit de ne pas finir son assiette, tandis que Ludwig mangea tout son plat malgré l'amertume. 2 heures plus tard, ils regrettèrent leur décision. Tous deux tombèrent violemment malades, souffrant de nausées, de vomissements incessants et de diarrhée, mais l'état de Ludwig se détériora beaucoup plus rapidement. Sa force diminua, son visage prit une teinte jaunâtre. Alarmés, ils décidèrent de consulter un médecin. Leur médecin de famille les dirigea immédiatement vers l'hôpital, où le diagnostic fut posé. Une grave intoxication due à la cucurbitacine, un composé toxique parfois présent dans les plantes de la famille des cucurbitacées comme les courgettes. Ce composé toxique, rare dans les légumes cultivés, peut réapparaître à la suite de croisements avec des plantes sauvages. Son goût amer agit comme un avertissement, mais Ludwig et Inge ignoraient ce danger. La toxine attaqua leurs organes de manière dévastatrice. Chez Ludwig, elle provoqua une inflammation des poumons et, selon Inge, détruisit ses intestins. Inge, qui avait mangé moins et vomi davantage, commença à se rétablir. Mais l'état de Ludwig s'aggrava irrémédiablement. Inge se rétablit complètement et quitta l'hôpital, mais Ludwig ne survécut pas. 3 jours après leur repas, Ludwig décéda. Inge, bouleversée, confia plus tard que sa survie était probablement due à sa réaction rapide et intense qui avait expulsé une grande partie de la toxine avant qu'elle ne cause des dommages irréversibles.
Cette mort tragique entraîna une enquête des autorités sanitaires et du parquet d'Ellwangen. Le Bureau d'enquête chimique et vétérinaire, CVUA, émit une mise en garde urgente. Il est impératif de ne pas consommer des légumes tels que les courgettes, les citrouilles et les concombres présentant un goût amer, car cela pourrait indiquer la présence de cucurbitacine. Maria Roth, directrice du CVUA, confirma que le décès de Ludwig était le premier cas mortel enregistré en lien avec cette toxine dans des courgettes. C'était une belle journée ensoleillée d'août 2012 à Rawdon, au Québec. Maria Pantazopoulos, une agente immobilière de 30 ans, était enthousiaste à l'idée de participer à une séance photo Trash the Dress. Cette tendance consistait à porter sa robe de mariée dans des cadres inhabituels, souvent en extérieur ou près de l'eau, pour créer des photos mémorables et uniques. Maria, qui s'était mariée le 9 juin, voulait célébrer son mariage en prenant ses clichés spéciaux. Maria avait de nombreuses raisons d'être heureuse. Elle venait d'acheter une maison à Laval, de commencer un nouvel emploi chez Via Capital et de revenir d'une lune de miel de rêve dans les Caraïbes. Sa joie de vivre était bien connue de ses proches. Une amie de la famille, Lisa Pouzoulidis, a déclaré « Elle était heureuse ». Maria voyait cette séance photo comme une façon amusante d'immortaliser des souvenirs dans sa robe de mariée, plutôt que de la laisser prendre la poussière dans un placard. Ce vendredi-là, Maria et son photographe, Louis Pagakis, se rendirent à la rivière Ouaro, à Rawdon, à environ 75 km au nord-est de Montréal. L'endroit, pittoresque, était idéal pour la séance photo. Le plan était de capturer des clichés ludiques de Maria dans sa robe de mariée au bord de l'eau. Elle avait confié à ses amis « Je veux m'amuser avec ma robe de mariée et créer de magnifiques souvenirs ». En arrivant sur place, tout semblait parfait. L'eau était calme et le cadre paisible. Maria enfila sa robe de mariée et entra dans l'eau peu profonde, excitée par l'expérience. Louis commença à prendre des photos alors que Maria s'amusait à éclabousser l'eau autour d'elle, pleinement dans l'instant. Cependant, les choses prirent une tournure tragique lorsqu'elle s'avança dans des eaux plus profondes. Sa robe commença à absorber l'eau, devenant extrêmement lourde. Malgré tout, Maria souhaitait continuer et demanda à Louis de prendre des photos d'elle flottant dans l'eau. En avançant davantage, la robe se gorgea encore plus d'eau, l'attirant vers le bas. Conscient du danger, Louis se précipita pour l'aider. Il cria à l'aide et tenta de ramener Maria vers l'eau peu profonde, mais sa robe, alourdie par l'eau, faisait office d'ancre, rendant la tâche impossible. Maria, paniquée, s'agrippa à Louis, le faisant involontairement couler avec elle. Malgré tous ses efforts, il ne pouvait rien faire face au poids de la robe. Ses derniers mots furent déchirants. « Je n'en peux plus, c'est trop lourd. » Vers 14 heures, Maria disparut sous l'eau. Louis plongea frénétiquement à plusieurs reprises pour essayer de la retrouver. Mais le courant et le poids de la robe rendaient cela impossible. Peu de temps après, 2 policiers arrivèrent et se joignirent aux recherches. Un plongeur, ayant entendu parler de l'accident, se porta également volontaire pour aider. Après plusieurs heures de recherche, le plongeur retrouva le corps de Maria aux alentours de 16h30. Cet accident tragique laissa tout le monde sous le choc. La mort de Maria dévasta son lieu de travail et sa communauté. Ses collègues de Via Capital étaient inconsolables. Joanne Grenier, une collègue agente immobilière, décrivit Maria comme appréciée de tous. « Pour nous, aujourd'hui est une journée vraiment triste », dit-elle. Maria était reconnue comme une personne forte, généreuse et pleine de vie. Sa famille fut plongée dans un profond chagrin. Les parents et le frère de Maria furent bouleversés par cette perte soudaine. Au nom de la famille, Lisa Pouzoulidis exprima leur gratitude envers la Sûreté du Québec et les premiers intervenants. La famille appela également à une meilleure sécurité autour des rivières pour éviter de tels accidents à l'avenir. Le photographe, Louis, était trop bouleversé pour parler aux médias après l'incident. Son épouse, Anouk Benzakar, expliqua que Maria était passée d'une zone peu profonde à une zone plus profonde où sa robe devint trop lourde, rendant tout sauvetage impossible pour Louis. À la suite de cet événement tragique, d'autres photographes avertirent les mariés des risques des séances Trash the Dress, notamment celles impliquant de l'eau. Le photographe Mario Michaud rappela une expérience similaire aux chutes d'Orwin, où un accident avait failli se produire lors d'une séance photo en milieu aquatique. Heureusement, cette situation avait eu une issue différente, mais elle soulignait les dangers potentiels. L'histoire de Maria Pantazopoulos est un exemple déchirant de la rapidité avec laquelle un moment joyeux peut devenir tragique.
Ce qui devait être une séance photo amusante et unique s'est transformé en un accident imprévu et dévastateur, laissant sa famille et ses amis pleurer la perte d'une femme pleine de vie et d'amour. Lundi 3 septembre 2018, à West Auckland, en Nouvelle-Zélande, Howard Miller, un père de 3 enfants âgé de 39 ans et soudeur professionnel, se rendit chez son ami Josh O'Neill sur Universal Drive. Les deux amis avaient prévu de travailler sur un projet automobile. Installer un nouveau collecteur d'échappement sur une Holden WB Kingswood, ce qui commença comme une tâche routinière se termina en tragédie inattendue. Plus tôt dans la journée, Miller avait apporté une nouvelle invention qu'il était enthousiaste de montrer. Il avait combiné 2 composants essentiels à la soudure, l'acétylène et l'oxygène, dans une seule bouteille de gaz liquéfié, LPG. Habituellement, ces gaz sont stockés dans des récipients séparés, équipés de régulateurs pour prévenir des réactions dangereuses. Mais Miller avait retiré le régulateur, une décision qui allait s'avérer catastrophique. Confiant dans son innovation, il ignora les risques potentiels. O'Neill, habitué aux dangers liés à la soudure, comprit immédiatement le risque de mélanger ces gaz dans une seule bouteille. Il avertit Miller à plusieurs reprises, qualifiant l'installation de dangereuse et imprudente. Malgré ces mises en garde, Miller persista, déterminé à tester sa méthode. Il raccorda les chalumeaux à la bouteille, contournant les mécanismes de sécurité. Inquiet pour sa propre sécurité, O'Neill décida de quitter l'atelier. « Moi je sors d'ici », lança O'Neill à Miller en sortant. Quelques minutes plus tard, un petit bruit sourd se fit entendre, suivi d'une énorme explosion. Le souffle de la déflagration détruisit l'atelier, projetant des débris, des éclats métalliques et de la fumée dans les airs. Des fragments de bois et de métal tombèrent, brisant les vitres des maisons voisines. O'Neill, se retournant vers la scène, comprit immédiatement la gravité de la situation. Il se précipita vers les décombres, appelant son ami. À son soulagement, il entendit la voix de Miller qui semblait étonnamment calme. Cela lui donna l'espoir que Miller s'en sortirait. Cependant, en arrivant à ses côtés, O'Neill réalisa l'ampleur des blessures. L'explosion avait causé d'importants dommages, rendant le corps de Miller méconnaissable. Bien que conscient au départ, Miller succomba à ses blessures quelques instants plus tard, devant son ami dévasté. L'incendie déclenché par l'explosion continua de brûler, alimenté par des diluants pour peinture, de l'essence et des boîtes à outils métalliques détruites par le souffle. O'Neill, en état de choc, comprit qu'il avait échappé de peu au danger, sachant qu'il aurait pu être une autre victime s'il était resté dans l'atelier. Les services d'urgence arrivèrent rapidement sur une scène chaotique. Les voisins, alarmés par l'explosion, spéculèrent sur la cause, certains évoquant des activités illégales. Cependant, O'Neill expliqua immédiatement aux autorités qu'il s'agissait d'un accident tragique lié à la soudure. Les enquêteurs confirmèrent qu'aucun acte criminel n'était en cause et que la manipulation imprudente de matériaux dangereux avait provoqué l'explosion. L'affaire fut ensuite confiée au coroner pour un examen approfondi. La mort de Miller laissa sa famille et ses amis dans un profond deuil. Il était décrit comme un homme gentil et généreux qui aimait sa famille et travaillait dur pour subvenir à leurs besoins. Son père, Herbert Miller, se souvint de lui comme d'un homme humble et serviable, toujours prêt à aider les autres. Howard laissa derrière lui son épouse Abigail et leurs 3 enfants, âgés de 8 à 15 ans, dévastés par cette perte soudaine. Stacey Leith, la meilleure amie de Miller depuis plus d'une décennie, partagea des souvenirs précieux de leur lien étroit. Désormais installé à Brisbane, Leith décrivit Miller comme un père dévoué, avec une attitude positive et inspirante. Pour elle, il était comme un frère, toujours prêt à donner des conseils avisés et à apporter de la joie autour de lui. La tragédie eut un impact profond sur Leith ainsi que sur les collègues de Miller qui respectaient profondément son dévouement à son métier. Soudeur talentueux, Miller avait perfectionné son art sous les conseils de son beau-père et tirait une grande fierté de son travail. Cet incident mit en lumière les risques liés à la manipulation de matériaux dangereux sans précautions adéquates. En tentant de simplifier son travail en mélangeant les gaz dans une seule bouteille, Miller déclencha une chaîne d'événements aux conséquences inimaginables. La combinaison d'acétylène et d'oxygène sans l'équipement de sécurité approprié créa une situation extrêmement volatile. O'Neill, bien qu'épargné physiquement, lutta avec le souvenir de cette nuit tragique. La vue du van de Miller, encore garé devant sa maison, lui rappelait douloureusement son ami perdu. La communauté fut également touchée, secouée par l'explosion qui perturba leur quartier paisible. Les enquêteurs conclurent que l'explosion résultait d'une erreur critique dans la manipulation des matériaux de soudure. Bien qu'involontaire, cette erreur coûta la vie à Miller et causa des dégâts considérables. Son histoire est un avertissement sur l'importance de la sécurité et de la prudence lorsqu'on travaille avec des substances dangereuses. Howard Miller restera dans les mémoires comme un père dévoué, un soudeur talentueux et un homme au grand cœur dont la vie fut brusquement interrompue. Sa famille, ses amis et sa communauté continuent de pleurer sa perte tout en chérissant les souvenirs qu'il leur a laissés.
Le 27 août 2012, dans le quartier de Lower East Side à Manhattan, Carlyle Brigham, une femme de 29 ans issue d'une famille aisée, fut retrouvée dans une cage d'escalier saignant au cou. Le locataire qui la découvrit fut horrifié et tenta de l'aider. Mais il était déjà trop tard. La vie de Carlyle prit fin de manière mystérieuse et tragique, laissant tout le monde s'interroger sur les circonstances de ce drame. Carlyle Brigham était la fille de James R. Brigham Jr., ancien directeur du budget de la ville de New York. Elle avait grandi dans un environnement privilégié, bénéficiant de la meilleure éducation et de nombreuses opportunités. Diplômée de l'université de Mary Washington à Fredericksburg en Virginie, elle avait travaillé au Musée américain d'histoire naturelle comme spécialiste en installation d'exposition, de 2007 jusqu'en avril de l'année de sa mort. En août 2011, Carlyle avait épousé Anthony Champalimaud, un cadre hôtelier. Leur mariage, une cérémonie grandiose à Newport dans le Rhode Island, avait marqué les esprits. Cependant, leur union rencontra des difficultés et le couple se sépara un an seulement après leurs noces. Cette séparation bouleversa Carlyle qui commença à lutter contre une dépendance à l'alcool. Son père, très inquiet pour elle, prévoyait de l'emmener dans un centre de désintoxication. Dans la soirée du 26 août 2012, Carlyle avait assisté à un mariage à Washington, D.C., avant de rentrer à New York avec des amis. Ensemble, ils continuèrent à boire abondamment dans un bar nommé Sixth Ward, près de l'appartement où elle séjournait. D'après ses amis, Carlyle était si ivre qu'ils durent parfois la porter. Carlyle logeait temporairement chez un ami platonique au 191 Orchard Street, ayant perdu les clés de son propre appartement. Le matin du 27 août, cet ami partit travailler tandis qu'elle continua de boire. Vers 11h, Mizanur Rahman, un voisin de 19 ans, la trouva étendue dans la cage d'escalier entre le premier et le deuxième étage. Elle était face contre terre, entourée d'une mare de sang. Mizanur tenta de pratiquer un massage cardiaque, mais il était évident que Carlyle était gravement blessée. Son cou portait une énorme plaie et son menton était brisé. À côté d'elle se trouvait un portefeuille et un grand sac à main contenant des vêtements. Les secours arrivèrent rapidement et la transportèrent au Beth Israel Medical Center où son décès fut prononcé. L'enquête initiale laissa penser que les blessures de Carlyle étaient si graves qu'il s'agissait peut-être d'une agression. La police examina les hypothèses de meurtre ou de suicide avant de se concentrer sur la probabilité d'une chute accidentelle. Carlyle portait des talons hauts et des vêtements blancs, ce qui aurait pu contribuer à une chute sur les marches en marbre. Son père, James Brigham, s'était rendu d'urgence depuis Saint-Louis pour l'accompagner en désintoxication. Apprendre la mort de sa fille le bouleversa profondément. L'ancien maire Ed Koch, qui avait travaillé avec lui, se souvint de l'appel déchirant où James, en larmes, lui annonça la tragédie. Le médecin légiste de New York conclut que la mort de Carlyle était un accident tragique, causé par un traumatisme contondant à la tête et au cou. L'autopsie révéla qu'elle ne s'était pas vidée de son sang, mais que ses blessures correspondaient à un choc violent à la tête et au cou dû à la chute. Elle avait également des fractures au bras, probablement causées par une tentative désespérée de se rattraper. La mort de Carlyle laissa sa famille et ses amis anéantis. Elle était décrite comme belle et généreuse, captivant tous ceux qui la rencontraient. Son mari, Anthony Champalimaud, se trouvait à Londres pour affaires lors de son décès. Ils espéraient se réconcilier, mais leurs projets furent tragiquement interrompus. La vie peut basculer en une fraction de seconde de manière totalement inattendue, une vérité que la ville de Laïchevo, nichée près du fleuve Volga dans la République du Tatarstan en Russie, a douloureusement apprise un jour fatidique de 2013. Tout a commencé par une simple tâche domestique qui s'est transformée en une perte catastrophique, laissant une jeune fille comme seule survivante de sa famille. Tout débuta lorsque Mikhail Tchelyshev, un professeur de droit de 42 ans à l'Université fédérale de Kazan, descendit dans la cave familiale. Ce qui devait être une tâche simple et routinière s'est rapidement transformé en tragédie. À son insu, les pommes de terre stockées dans la cave avaient pourri, libérant une odeur nauséabonde et surtout un gaz mortel. Les glycoalcaloïdes, des composés toxiques naturellement présents dans les pommes de terre, avaient atteint des niveaux létaux, créant un piège invisible dans cette petite pièce. Peu après être entré, Mikhail fut submergé par les vapeurs toxiques et s'effondra, incapable de se relever. Quand Mikhail ne remonta pas, sa femme Anastasia s'inquiéta. Cette femme de 38 ans, préoccupée par la sécurité de son mari, décida de descendre à son tour dans la cave. Malheureusement, cette décision scella son destin. À peine entrée,
Elle fut elle aussi submergée par le gaz toxique et s'effondra aux côtés de son mari. Leur fils, Georgi Chelychev, âgé de seulement 18 ans, s'alarma de l'absence prolongée de ses parents. Après tout, ils étaient supposés entrer dans la cave et remonter aussitôt, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. Inquiet, Georgi entra dans la cave à son tour, mais succomba au même sort tragique. Pendant ce temps, la mère d'Anastasia, Iraïda, âgée de 68 ans, devint de plus en plus anxieuse. Elle ressentait que quelque chose n'allait pas avec sa famille. Cherchant de l'aide, elle appela un voisin. Mais Iraïda ne put attendre l'arrivée des secours. Prenant les choses en main, elle descendit elle-même dans la cave. Tragiquement, elle rejoignit sa famille dans la mort avant que quelqu'un ne puisse intervenir. Dans un retournement de situation qui semble tiré d'un conte de fées, la fille de la famille, Maria Chelycheva, âgée de 8 ans, fut la seule survivante. Lorsqu'elle atteignit la cave, elle trouva la porte ouverte, ce qui avait permis au gaz mortel de se dissiper suffisamment pour épargner la fillette. Mais la scène qui s'offrit à elle la marquerait à jamais. Toute sa famille, son père, sa mère, son frère et sa grand-mère, gisaient sans vie sur le sol. Il était trop tard. Cette tragédie laissa Maria orpheline et inconsolable. Elle fut prise en charge par des membres de sa famille, mais rien ne pouvait ramener ses proches. Son père, le professeur Mikhail Chelychev, fut honoré par l'Université fédérale de Kazan lors d'une cérémonie émouvante dans son grand hall de marbre. Cet incident dévastateur mit en lumière les dangers insoupçonnés des aliments du quotidien. Les pommes de terre, un aliment de base, peuvent produire des glycoalcaloïdes toxiques comme la solanine et la chaconine, en particulier lorsqu'elles sont mal stockées ou laissées à pourrir. Ces composés perturbent les membranes cellulaires et affectent le système nerveux, provoquant des symptômes tels que faiblesse, confusion et, dans les cas graves, la mort. L'exposition à la lumière, le vieillissement et les dommages physiques augmentent considérablement les niveaux de glycoalcaloïdes, concentrant les toxines juste sous la peau. Bien que rare, l'empoisonnement par les pommes de terre peut avoir des conséquences fatales, comme cette tragédie l'a si douloureusement démontré. C'était le 29 janvier 1998, à Akron, dans l'Ohio. Michael Gentner, un jeune homme de 23 ans, passait la soirée dans une maison située sur Edgemoor Avenue en compagnie de 3 amis. Ils discutaient, riaient et profitaient probablement du moment, peut-être en consommant de l'alcool, bien que cela reste incertain. Ce qui avait commencé comme une soirée ordinaire allait bientôt tourner au drame d'une manière totalement imprévisible. À un moment donné, quelqu'un a proposé un défi. Michael devait avaler un poisson vivant. Bien que surprenant, ce genre de défi n'est pas rare, notamment lors de soirées où l'on cherche à impressionner ou amuser les autres avec des actions risquées. Cependant, le poisson en question mesurait environ 13 cm, une taille non négligeable pour une telle tentative. Déterminé à relever le défi, Michael l'a accepté. Au départ, cela semblait être une farce inoffensive. Après tout, des défis similaires sont souvent perçus comme anodins. Mais ce poisson n'était pas ordinaire. Sa taille rendait la tentative dangereuse et les choses ont rapidement mal tourné. En essayant d'avaler le poisson, celui-ci s'est coincé dans sa gorge, obstruant ses voies respiratoires. Michael s'est immédiatement mis à suffoquer. Prenant conscience de la gravité de la situation, ses amis ont paniqué. L'un d'eux a appelé les secours, expliquant que Michael s'étouffait après avoir mangé un poisson. Cependant, ils n'ont pas précisé que le poisson était encore vivant et coincé dans sa gorge. L'opérateur du 911 a donné des instructions pour réaliser la manœuvre de Heimlich afin de déloger l'obstruction. Cependant, dans la panique, les amis de Michael n'ont pas su effectuer la manœuvre correctement ou ont peut-être aggravé la situation. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, mais il était déjà trop tard. Ils ont trouvé Michael inconscient, la queue du poisson encore visible dans sa bouche. Malgré leurs efforts pour le réanimer, ils n'ont pas pu le sauver. Michael a été déclaré mort à 2h13 du matin. L'incident a plongé ses amis dans le choc et le deuil. Aucun d'eux n'aurait imaginé qu'un simple défi puisse mener à une issue aussi tragique. Les autorités ont confirmé par la suite que le poisson provenait d'un aquarium de la maison, mais son espèce exacte n'a jamais été identifiée. La police a traité cette tragédie de manière directe. Le major Mike Matulavich a déclaré que si une personne accepte un défi aussi risqué, elle en est responsable, même à 23 ans. Son commentaire soulignait l'importance de la responsabilité individuelle tout en mettant en lumière les conséquences dramatiques des décisions imprudentes. La mort de Michael est un rappel douloureux de la rapidité avec laquelle une plaisanterie apparemment innocente peut dégénérer en catastrophe. Bien qu'aucune accusation pénale n'ait été portée, l'incident a profondément marqué les personnes impliquées. Ses amis ont été submergés par la culpabilité et la conscience que leurs actions, bien qu'involontaires, avaient contribué à cette tragédie. Karen Koplin,
la mère de Michael, est restée silencieuse sur cette affaire, sans doute accablée par le chagrin. Pour elle et tous ceux qui connaissaient de Michael, sa disparition est une leçon déchirante sur les dangers des comportements impulsifs et la mince frontière entre le jeu et le péril. Cet événement tragique illustre à quel point même les défis apparemment inoffensifs peuvent avoir des conséquences mortelles. Sous l'effet de l'excitation ou de la pression des pairs, il est facile de négliger les risques. Malheureusement, l'histoire de Michael montre à quel point une décision prise sur un coup de tête peut mener à des conséquences irréversibles. En janvier 2007, Sheila Keros et son mari, Dane, routier chevronné originaire de McLeod, Oklahoma, effectuaient un trajet de routine. Ils s'étaient rendus à Yuma, en Arizona, pour récupérer des marchandises dans une usine de Dole. Mais ce qui devait être une soirée ordinaire prit une tournure tragique, bouleversant à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. Ce soir-là, à leur arrivée à l'usine en Arizona, Sheila descendit de leur camion pour récupérer les documents relatifs à leur chargement. Cependant, lorsque cette femme de 47 ans ne revint pas, son mari, Dane, fut pris d'une vive inquiétude. Lui aussi sortit du camion pour chercher sa femme dans les environs, mais en vain. Ne trouvant aucune trace de Sheila, Dane alerta la police de Yuma et demanda leur aide. Les agents menèrent une recherche approfondie, mais Sheila restait introuvable. À mesure que les heures se transformaient en jours, sa disparition demeurait un mystère. 3 jours plus tard, un employé d'un centre de distribution de l'enseigne Hy-Vee, situé à Chariton dans l'Iowa, fit une macabre découverte. Le corps de Sheila fut retrouvé à l'arrière d'un semi-remorque livrant de la laitue. Ce camion, appartenant à une autre société de transport, s'était trouvé dans la même usine, Dole à Yuma, la nuit où Sheila avait disparu. Les autorités déterminèrent que Sheila avait été coincée dans le camion lors du chargement et que la pression exercée par les palettes de laitue avait causé sa mort. Selon le docteur John Kramer, l'autopsie révéla que Sheila était décédée par asphyxie. Les enquêteurs pensent que Sheila a été accidentellement poussée dans la remorque par un chariot élévateur opérant dans la zone de chargement. Non remarquée par le conducteur du camion, elle s'était retrouvée piégée entre les lourdes palettes de produits. La pression intense l'empêcha de respirer. Sheila perdit la vie le mardi 30 janvier 2007. Les déclarations de Dole confirmèrent la coopération de l'entreprise avec les forces de l'ordre, mais cela n'apporta que peu de réconfort à la famille endeuillée de Sheila. La laitue du chargement fut détruite, un détail insignifiant face à une perte si tragique. Sheila, décrite comme une routière dévouée et une épouse aimante, avait travaillé aux côtés de Dane pendant des années. Marié depuis 1980, le couple partageait un fils, Daniel, et une petite fille. Ses funérailles, organisées le 5 février 2007, réunirent sa famille et ses amis pour honorer sa mémoire.